Donc moi, David Alexandre, je suis en GAEC à 3, à Saint-Germain-en-Cogle. Oui. Donc je suis installé que de l'année dernière. Et nous, nos problèmes, on a des problèmes de dermatite pas mal, qu'on essaye de régler comme on peut. Et sinon, on fait pas de préventif, on fait que du curatif. Dès qu'on voit une vache qui boite trop, on appelle le pédic. Ouais. Voilà. Et vous êtes équipé? Non. Pas du tout? Non. Vous êtes en réflexion par rapport à ça ou... Peut-être. Oui, c'est pas une priorité pour l'instant. C'est pas une priorité, ça serait bien, mais vu la conjoncture qu'on a, on ne sait pas comment on va faire. D'accord. Okay. Mais ça nous arrive de lever un pied, mais il faut vraiment que ça va plus. Et qu'il y en a qu'une. Et pour gérer la dermatite, c'est... Gérer la dermatite, c'est pas ce produit-là, mais c'est un produit comme ça qu'on fait en salle de traite individuellement, chaque pied au petit peu. Ah non, quand on traite, on traite tout le monde. C'est du systématique. C'est-à-dire qu'on fait, quand on traite, là on est en période de traitement, tous les 15 jours on fait 2 traites, matin et soir, systématiquement toutes les vaches. Vous lavez les pieds avant, non? Ça serait bien. Oui. Vous allez lancer bien, ça veut dire non. Laver et essuyer, logiquement. On a 110 vaches, c'est pas la même. On a déjà 2h30 de traite. En plus, on lave tout le monde. Oh là oui, ça serait bien. T'as combien de bouses à enlever? Beaucoup. Ah ouais. Dès qu'on fait ça, et les résultats sont satisfaisants? C'est pas pire. Ça permet de maintenir un niveau acceptable? Voilà. Ouais. C'est ça? On va dire ça comme ça. D'accord. Donc dire que depuis qu'on fait ça, c'est pas pire. On avait fait le pédiluve, on avait fait essayer de pédiluve et tout, mais déjà il y en a, je sais pas combien il y en a qui passaient dedans, parce qu'entre celles qui sautaient par-dessus, celles qui étaient qu'un pied, celles qui... Ton pédiluve assez long. Comment? Ton pédiluve assez long, ça passe dedans. Ah ouais, mais ils ont plus de mal à passer dans de l'eau que dans une matière sèche. Ouais, peut-être, ouais. Mais dans la séchance, c'est peut-être mieux. Depuis qu'on a arrêté le pédiluve et qu'on fait tout au petit pulvé, on trouve qu'il y a plus. Donc c'est 2 traites, c'est ça? On fait matin et soir. Ouais. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, mais. Ouais. Tu sens qu'il y a du mieux quand même? Ok. Ouais. Je viens pour la formation pour réétudier surtout voir les maladies, pour apprendre. Ouais. Et donc chez toi, est-ce qu'il y a des problèmes et comment tu les abordes, quoi? Par an, il y a à peu près, en général, je travaille 2-3 vaches pour plus. Oui. Ah ouais, c'est bon. Oui. C'est bien. Comment tu fais? Comment tu fais? On veut la réponse. Non, déjà l'alimentation, les membres des vaches au niveau génétique. La sélection. Pas de cadeaux sur les membres. Accouplement. Ouais. Il faut avoir des pattes droites. Et puis... si. Et la fibre dans la ration. Il y a une ration acidogène. Des pattes de ski, comme on appelle ça. Ouais. Bonjour. Excuse-moi. Il y a un peu la moitié troupeau en brune. Et il y a une différence entre... Ah ouais, et puis la brune a été en Allemagne, ils sont sur Taipoti, en Suisse, l'hiver. Ils ont hyper sélectionné sur les membres. Ah ouais. Bonjour. Ouais, moi aussi, ouais. Ah ouais. Et quel type de bâtiment? Air paillé. Et les vaches sortent le maximum dehors. Même l'hiver. Même l'hiver. Ah ouais. André de la Touche, avec ma femme. Les problèmes, c'était la dermatite. C'est à peu près résolu. J'en ai parlé l'autre jour vaguement. J'utilise Biodevas, un produit Kélaté, cuivre. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est une entreprise de la Sarthe. J'ai hésité à le faire. J'ai dit, je te prends un sac, j'essaye ça. Et puis, bon. Il faut 4 mois avant d'avoir un résultat. Au bout de 6 mois, j'avais plus qu'une dermatite. Mais là, je traite toujours. Et j'ai commencé il y a un an. Donc c'est un produit que tu mets... C'est de la poudre que je mets dans l'ensilage tous les jours, dans la mélangeuse. C'est ça. Tous les jours. D'accord. À toutes les vaches taries et les génisses qui sont à côté des vaches. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des petites génisses de 1 an qui avaient de la dermatite. Alors le lot qui est plus près des vaches, je traite en même temps. Mais c'est souvent les gros génisses, quoi. Donc le problème est résolu. Par contre, j'ai eu des ulcères l'année dernière que je n'avais pas avant. Oui. Alors j'en ai eu 5-6 au mois octobre-novembre. Pourquoi? Je sais pas. J'attends la réponse. Par contre, les pédiluves et tout ça, c'est un truc... les pipeaux, on pose beaucoup de temps. Tu as dit des ulcères, c'est ça? Ouais, les ulcères, ouais. Et
Donc, t'as repéré quel type d'animaux? Des Des jeunes, des vieilles, principalement des vieilles. Toute une série là. Toute une série. Des vieilles vélées, hein. Des vieilles vélées. Alors, Dominique Poirier qui vient, on a gratté, puis il a mis un sabot à choc. Le sabot. Oui, d'accord. Ok. Alors, d'où que ça part, je sais pas. Est-ce que c'est le chemin ou c'est bon, la pâture? Il y a toujours quelque chose hein, dans les pattes des vaches. Donc moi, en ARL, moi, avec ma femme, beaucoup de problèmes. Travier, pénari et dermatique. Et les deux sortes de dermatiques, une, j'arrive pas à guérir. Une dermatite? Ouais. Les deux produits que j'ai essayés, ils ne marchent pas. Je ne vois pas. C'est avec, ça il pousse comme une derte dessus. Une sorte de derte. Ouais, c'est plus ou moins verruqueux, quoi. Ouais, Ça ressemble à ça, ouais. Ouais. Mais ça fait boiter? Ah oui, il revient pas à chaleur. Ouais. Je bouge pas. Non mais c'est pas du lait pourtant. C'est maigri. Normand des chênes, non? Non, le chêne. Enfin les deux. Ouais. Toi, du reste, ouais. D'accord. Je le fais moi-même. En général. Équipé? Non, 5. Un palan, puis on termine. Et comment une chaîne derrière. Une chaîne avec une sorte qui se ramasse? Ouais. Et un cornadito. Pas de problème sur les pattes avant? Non, enfin je le fais, pareil. Je mets avec le palan, je lève avec le palan. Je carte la patte, puis il y a rien. Ça fait 25 ans, je fais ça, 30 ans. Donc moi, Étienne Simon, Saint-Germain-en-Côte, Languec. Je fais mes pattes depuis à peu près 1 an et demi. Je suis équipé d'une cage de contention depuis 3 ans maintenant. Et à force de regarder en fait mon pédicure faire et puis m'intéresser à ce qu'il faisait, j'ai essayé d'en faire autant. Donc je me suis équipé de une cage de contention avec, j'ai rajouté un moteur, et puis j'ai acheté une meuleuse, un disque, et puis voilà, je suis parti comme ça. Donc maintenant toutes mes vaches passent au pédicure au moins une fois, enfin pédicure c'est moi, une fois par an. Et puis je règle mes problèmes de dermatite en faisant des pansements. Je colle des sabots. Sabot bois avec la colle, la double colle là. J'avais essayé d'autres trucs, je trouvais que ça fonctionnait mal. Quand j'ai vraiment une boiterie sévère que j'arrive pas, je trouve que c'est pas pour moi, j'appelle le pédicure tout simplement. Pâte avant je les fais pas, parce que ma cage de contention n'est pas conçue pour bien bloquer les pattes avant. D'accord. Le cage c'est quelle marque? C'est une Padelou. Alors j'avais choisi cette cage là parce qu'en fait il y a 4 portes. Il y a un montant central et puis des portes de chaque côté. Et nous on s'en sert aussi pour faire tous les traitements. On est en robot, donc en fait la cage sert aussi pour faire les traitements mamelles, tout ce qui est soins, etc. Donc on a un accès complet à la vache. Puis la prise du pied, elle se fait par jarret ou pâturon? Alors, jarret. Par le jarret. Du jarret, oui. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais, en fait j'ai une sangle que je passe derrière, et après avec le câble tire dessus. Avec peut-être possibilité de bloquer le pied au niveau du pâturon? Alors après, une fois que le pied est levé, j'ai une barre qui vient se mettre à l'arrière, posée. Le seul défaut du système, c'est que quand les vaches sont pas de la même taille, donc du coup, dès qu'on commence à lever la patte, la vache, elle n'a pas tendance à reculer, si elle avance, elle tombe. Donc il faut bien faire attention en fait au moment où on lève la patte. 90% le font, mais il y a 10% qui, au lieu de faire ça, La patte un peu grossière. On est surpoids et puis problème de dermatite. Donc ce qu'on fait aux dermatites, on lève et puis on fait des pansements. D'accord. Pansements, Yofit. Puis je pense que c'est ce qui est le meilleur. Donc le problème des dermatites, c'est qu'aujourd'hui on est hyper chargé dans le bâtiment. Je vous dis pas combien de mètres carrés on est, vous allez voir. On est très très chargé, c'est comme ça. Le lait sera à 350 €, je pense qu'il y aura un autre bâtiment de fait. C'est un gros souci. Donc on a fabriqué comme une espèce de cage, il y a un portail, et un bas-flanc, le palan. Donc pour les pattes arrière, il n'y a pas de souci, les pattes avant, c'est un autre problème. Nous on a pensé, il y a 1 an, j'avais 15 vaches à voir au pédicure, et le pédicure n'était pas reparti, il y a déjà des pansements qui étaient déjà partis dessus les pattes de vache. Donc j'ai dit à mes gosses, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose, parce que payer pour faire des pansements, on est bien capable de le faire. Faut même plus besoin maintenant, il y a les chaussettes.
Oui, mais il faut bien trouver la pâte, il faut trouver un système. Oui, C'est bien. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour se perfectionner là-dessus et apprendre. Donc moi je suis Sébastien Huard en GAEC à 2 à Saint-Pierre-des-Landes. c'est la Mayenne, ça, non? Ouais. J'étais à l'heure comme ce matin, mais. Tu levé de l'heure. Ah bah, un peu plus tôt, ouais. Et au niveau boiterie, on va toucher du bois, on n'est pas trop embêté. On a surtout des panaries, on pense que c'est des panaries. On a dû avoir une dermatite l'année dernière que vous êtes venu voir. Et je sais pas pourquoi on n'a pas eu d'autres, apparemment c'est contagieux. Mais... Et au niveau parage, on fait venir quelqu'un quand on a des vaches qui boitent de trop. Mais souvent quand ils viennent, c'est à cause des onglons qui poussent. Elles font un peu de ski, quoi. Air paillé? Ouais. Air paillé, ouais. Et en Montbéliard. Principalement Montbéliard. Beaucoup dehors, peut-être? Comme tout le monde, je pense. Là, l'hiver, elles sont ramassées de novembre à fin mars. D'accord. Et l'été, elles vont dehors. Elles sont ramassées pour la traite et le temps qu'elles mangent. Mais c'est plus, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est savoir les maladies, comme on disait l'autre jour, connaître les maladies quand même, et puis savoir tailler les pattes parce que les sabots ils poussent. Et on arrive à un moment donné, il faut arriver à les tailler parce que comme en ce moment on en a une, on voit bien, elle boite un peu, mais c'est pas par une maladie de pied, c'est par les onglons qui sont poussés. Elle est gênée, quoi. Ouais. J'ai de plus en plus de problèmes de pattes, je pense que c'est dû à la dermatite, depuis que j'ai passé en logette. Et puis autrement, je pense qu'il y a eu les chemins aussi qui n'ont pas arrangé les choses. Après, j'essaye de me débrouiller par moi-même, sauf au tout début des logettes et du chemin, là, j'ai fait venir pédicure plusieurs fois pour mettre des sabots, parce que là, j'étais débordé et puis ça marchait plus. Sinon, pour traiter la dermatite, j'ai essayé plusieurs choses. Alors ça, je le fais au pinceau ou au pulvérisateur dans la salle de traite. Sinon, une fois par mois, pendant 2-3 jours par mois, je lave toutes les pattes. Mais en dehors de la traite finie, je pose tous mes racleurs comme il faut pour avoir les aires d'exercice le plus propre possible. Je pose les vaches sur un quai. Je lave tous les pieds au surpresseur. Et derrière, du moins dans le couloir, j'ai le bac, le pédiluve, mais avec du sani blanc. Par contre, à l'eau ou de l'eau, je vais relever la poudre dans le bac parce que ça tosse, et puis les premières tu les vois bien blanches, et puis tout d'un coup tu dis oui, mais les dernières elles sont pas blanches. Donc j'ai compris qu'il fallait la soulever de temps en temps avec une fourche, je gratte ma machine pour l'aérer, ouais. Et ça diminue bien. Mais il y a encore beaucoup de progrès. Il y a combien de temps que c'est mis en place, ça? J'ai commencé l'année dernière, mais je pense qu'il faudrait même le faire dans l'été, parce qu'il n'y a rien à faire, elle arrive, elle s'en va, elle arrive, et tu crois avoir maîtrisé, puis tout d'un coup, parce que c'est jamais guéri à 100%. Donc c'est pas parce que tu es dans l'hiver qu'il faut le faire, en réalité je crois qu'il faudrait le faire toute l'année. Et sinon... Faire des pansements, tu fais pas? Si ça m'est arrivé de le faire. Sinon pour l'élever, ça dépend si j'en ai plusieurs. Des fois, j'ai fait au cornadib, il faut qu'elles soient toutes bien attachées côte à côte, avec le tracteur et la fourche. Ou autrement, je les pose dans un cornadib, puis je viens avec le tracteur et la fourche. Je mets là où il y a le box, et il y a une cage, là, et puis j'élève, elles sont sur la terre, là, et puis avec le tracteur et la fourche. Moi, je suis là aujourd'hui parce qu'on commence à avoir un petit peu de dermatite. Et le souci, c'est que je voulais apprendre surtout à tailler les pattes de vache. Parce qu'en normande, on a un peu plus de taille. En noir, je lève jamais une patte d'une noire. Mais en normande, j'en lève quelques-unes. Je n'ai jamais pris de pédicure jusqu'à maintenant. Le veto est venu quelques fois les vaches prises un peu trop dures. J'ose pas aller trop loin parce que je ne connais pas assez pour tailler. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc moi, salarié au GAEC de l'étang en Sacé. Sacé? Oui, Sacé, ouais. Donc moi je suis venu là principalement aujourd'hui, c'est plus pour voir le taillage, parce que dermatite on n'est pas trop emmerdé. C'est pareil, on fait pareil, on passe les vaches dans un pédiluve avec du sani blanc, une fois par semaine. Devant. Tu les laves avant? Non, on nettoie bien avec le raclage et puis on les passe dedans
Parce que l'inconvénient des rocleurs par rapport à la logette par rapport au poillage, c'est que quand ils sont en poillage, ils rentrent dans la poille, ça nettoie toutes les pattes. Là, t'as beau passer 6 fois, mettons, le rocleur. Le problème, c'est que même s'il n'a pas beaucoup, mais comme les vaches, elles se plaisent bien, elles passent par-dessus le rocleur et puis elles mettent de la merde et on s'aperçoit que la merde, elle reste collée là. Alors elles peuvent être propres, mais sauf les sabots. Et puis là, c'est un nid qui ne sèche pas en plus. Donc là, c'est juste la première partie du montage. Je pense qu'il faut bien avoir compris comment ça fonctionne un pied, comment il évolue, notamment en présence de pathologie, comment il évolue. Et du coup, on comprend mieux, finalement, à partir du moment où on lève le pied pour tailler, on va mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire et pourquoi il faut le faire comme ça. Donc on a un sabot avec 2 onglons, onglon externe, onglon interne. Ça, c'est une coupe de pied. Ici, le sabot lui-même. Hein. Ici, le pododerme, donc c'est nous ce qu'on a sous l'ongle, hein, le tissu qu'on a sous l'ongle qui est du vif. Hein. Coussinet plantaire, le talon. Donc le coussinet, ça sert d'amortisseur. Et si une vache est maigre, le coussinet maigrit. Voilà. Alors les vaches grasses, ils grassent pas, mais ils grassent pas trop, mais sur les vaches maigres, ils maigrissent beaucoup, donc c'est beaucoup plus sensible. Et ce coussinet, enfin toute cette partie-là, elle est mature qu'à partir de 3 ans d'âge chez l'animal. Donc ce qui veut dire que les primipares sont plus fragiles des pattes que les multipares. D'accord ? Ça faut s'en souvenir. Et après, vous voyez que quand on regarde, on est en contact. Donc l'os, enfin c'est comme nous en fait, hein. Il y a l'os et la phalange dessous, si je retourne mon doigt. Ensuite j'ai le pododerme qui est juste sous l'ongle, et puis après j'ai l'ongle, hein, et ça appuie directement, quoi. C'est sans arrêt en pression, donc ça fait mal. Ça fait mal, hein, quand on se met un coup de marteau sur les doigts. Voilà. Donc c'est en pression tout de suite, quoi. La partie qu'on voit, non, la limite entre la corne des 2 onglons et la peau, donc c'est la couronne. Donc parfois on a des lésions qui s'ouvrent, il y a du pus qui sort sur le côté dans cette zone-là. Au-dessus c'est le pâturon, donc quand on a un panari, c'est à ce niveau-là qu'on a le pâturon qui gonfle. Voilà. Et au-dessus c'est le boulet, avec les ergots. Donc 90% des boiteries se situent dans cette zone pâturon-onglon. Voilà. Alors déjà, c'est important de prendre en compte quand on soulève le pied. Il y a quand même pas mal de chances de trouver la cause de la boiterie dans cette zone-là. Donc, de façon plus rapprochée, donc on a l'onglon, ce qu'on voit ici, quand le pied est au sol, la corne du sabot qu'on voit, c'est la muraille, ou paroi, mais muraille. On va voir dessous, il y a un autre type de corne qui s'appelle la sole. En tout cas, celle qu'on voit, ça s'appelle, tout ça, c'est de la muraille. La longueur théorique de l'onglon, quand on le prend à partir du bout du poil, on a le poil ici, là, qui descend au niveau de la couronne. Donc cette longueur-là, à partir du bout du poil, elle est de 7 à 8 cm en fonction de la taille de la vache. Enfin, pas que de la taille, hein. Il y a des gens qui font 1m60 et qui font du 42, et d'autres qui sont... Enfin, voilà. Donc c'est... Alors, cette longueur-là, c'est une longueur qui est très importante, puisqu'en fait, c'est la base du parage. On va utiliser cette longueur-là pour savoir quel boulot on a à faire sur le pied. On va voir après comment. Et ça, c'est une première dimension qui est importante. Deuxième dimension importante, c'est l'angle ici. Sur un onglon sain, cet angle-là, il fait 45-50 degrés. Un onglon qui s'allonge, un onglon qui pousse en longueur, cet angle-là va se refermer. D'accord ? Et pour retrouver cet angle-là, bien on va couper en longueur, certainement, à la dimension de 7,5-8 cm, hein, et on va retrouver cet angle-là à une condition, c'est qu'on ne touche pas au talon. Voilà. Au talon de l'onglon le plus petit en tout cas.
Parce que si on touche au talon, l'angle va rester toujours le même. Donc en fait, pour retrouver cet angle-là, on va enlever de l'épaisseur sur l'extrémité qu'on appelle la pince, sans toucher le moins possible au talon. Et ça, c'est un peu compliqué parce que c'est la partie où la corne est plus tendre. Et donc, on a toujours tendance à en prendre de trop sur le talon et pas assez en pince. Voilà. Donc là, on a une lésion ici qui s'appelle le cerclage. Et l'onglon, ici, il a tendance un peu à être concave. Donc ça, c'est des lésions qu'on rapproche à de la fourbure chronique. Bon, c'est pas grave. En regardant vos vaches ce soir, vous allez en trouver partout. Donc à ce stade-là, c'est pas grave. Mais on associe ça plutôt à des problèmes de fourbure chronique. Vu par-dessous, donc toujours par rapport à l'anatomie, donc on retrouve la muraille là, qui fait le tour de l'onglon, hein, qui remonte jusque par là. Ça, c'est de la muraille. Vu de dessous, la muraille fait à peu près 1 cm d'épaisseur. La partie centrale, c'est la sole. Et on a une zone, enfin il y a plusieurs zones vulnérables, mais il y en a une qu'on va retrouver assez fréquemment. Donc en fait, la muraille et la sole sont soudées l'une à l'autre à une partie qui s'appelle la ligne blanche. Donc là on la voit mal, hein, c'est la soudure qui est entre ligne blanche, entre sol et muraille. Ben, la vache, c'est toute la surface qui fabrique de la corne, quoi. Donc quand vous taillez la patte, alors soit la patte réagit violemment, enfin suite à un traumatisme, on va dire quel qu'il soit, la patte réagit et fabrique par excès de la corne. Et sinon, bah, vous, quand vous taillez, bah, en fait, la corne repousse. Alors, faut pas aller jusqu'au pododerme, hein, bien sûr, parce que si on arrache les cellules qui fabriquent, ça va pas, quoi. Mais après, ça repousse à partir de là, quoi. Donc voilà, alors l'histoire d'avoir une corne de bonne qualité, parce que c'est le but du jeu, en fait, hein. Donc il faut un apport suffisant, équilibré en nutriments pour nourrir cette corne. Il faut un bon système vasculaire, donc il faut que ça marche bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de compression au niveau des vaisseaux sanguins qui irriguent le pododerme pour fabriquer la kératine, hein, qui va former la corne. Et puis, effectivement, un bon équilibre de pression pour pas que la phalange, je vous ai montré tout à l'heure, les phalanges, elles sont comme ça, pour pas qu'elles pivotent d'un côté ou de l'autre, ou d'avant en arrière, quoi. Il faut que ça reste tout le temps pareil. Donc il faut que le sabot, en fait, il a une forme à respecter. Quand on taille les sabots, c'est pas uniquement de parer là où il y a un abcès ou un truc, c'est que le sabot, il faut essayer de le remodeler pour qu'il ait une forme anatomique bien, quoi, pour que la vache marche bien. Et donc, s'il y a des phénomènes de compression, effectivement, donc c'est ce que je vous disais, il y a un cercle vicieux, la production de corne est augmentée, donc il y a une surcharge au niveau de ce qu'on appelle le vif, donc le pododerme, là, ce qui fabrique la corne, et donc ça augmente, c'est par réaction. C'est comme une réaction cicatricielle. Quand vous vous coupez, non mais je veux dire, on se coupe, et quand ça cicatrise, ça fait une sorte de petit bourrelet, quoi. Et ben c'est exactement la même chose. Quand on irrite le pododerme, il fabrique par excès, quoi. Et après, ça se régule normalement. Sauf que là, ça se régule pas, parce que vu qu'il est sans arrêt en compression, sans arrêt, il refabrique. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut... Les boiteries, enfin c'est important, parce qu'il faut arriver à maîtriser maîtriser. C'est les vaches qui maîtrisent, bien sûr, mais la production de corne. Effectivement, quand les vaches boitent, c'est très rarement infectieux, très rarement, peu infectieux au départ. Et souvent, on intervient trop tard, déjà parce que les gens voient la vache boiter, donc ils se disent, ouais, on va attendre 2-3 jours, ça va passer, hein, comme nous quand on a un truc dans l'ongle, quoi. Et puis en fait, ça passe pas, et puis passé 8 jours, ça y est, on n'est plus bon, quoi. Donc là, on est obligé de piquer. Donc s'il y avait un système, on va dire, facile pour manipuler les animaux et puis tailler rapidement les pattes, il y aurait vraiment des gains alors, financiers parce qu'il n'y aurait pas besoin de piquer les animaux, mais surtout de production de la vache elle-même, elle se sentirait mieux, quoi. Donc les boiteries, troisième pathologie en élevage laitier, donc c'est en augmentation ces dernières années, mais ça c'est dû au système de conduite de troupeaux, hein, les troupeaux qui grossissent, qui restent plus en stabule, donc ça on sait, il y a des maladies qui se sont développées beaucoup en stabulation avec la dermatite digitée par exemple. Et donc en fait, au niveau des traitements, les
les gens décèdent trop tardivement, on va dire, les boiteries, parce qu'en fait, on voit la vache qui boite dure, quoi, mais celle qui commence à boiter, souvent, elle n'est pas vue dans le troupeau, quoi. Elle est vue quand elle commence à boiter trop dur. Donc, vous voyez, les boiteries légères, ça, c'est des estimations qui ont été faites quand il y a une durée d'expression, donc moins de 8 jours, grosso modo, la perte en lait est de 50 kg, donc c'est beaucoup et pas beaucoup, mais une probabilité de réforme de 4%, et par contre, une augmentation de l'intervalle vélage-vélage de 6 jours. Alors, ça, les boiteries modérées, donc c'est entre 8 jours et 1 mois, donc là, il y a 250 kg de perdus de production laitière, la réforme de 8%, et puis une augmentation d'IVV de 15 jours, et enfin les boiteries sévères, donc là, il y a beaucoup de réformes, donc là, c'est une grosse perte en lait, 800 kg, 35, donc c'est là qu'on arrive, 35% de réforme, c'est important, dont 10% d'euthanasie. Alors, on dit globalement que l'impact des mammites en élevage laitier, grosso modo, c'est 230 € par vache en moyenne. À chaque mamite, vous perdez 230 € entre les coûts de traitement, la perte en lait, le temps que la vache reprenne une production normale, c'est ce qu'il faut compter. Un ulcère de sol, donc c'est une boiterie quand même qui fait mal, quoi, où il n'y a pas besoin d'antibiotiques, là c'est juste la boiterie elle-même, l'ulcère. Vous voyez, c'est estimé entre 300 et 600 € à chaque fois, quoi. Donc c'est quand même important, c'est des répercussions importantes sur la production. Et donc, au niveau des vaches, si vous avez, ça c'est un seuil à connaître, si vous avez moins de 15% de vaches boiteuses par an, vous pouvez le faire, vous pouvez réagir facilement si vous le voulez, et facilement à chaque boiteuse. Si jamais il y a plus de 15% de vaches boiteuses dans le troupeau sur l'année, là c'est qu'il y a un problème de conduite. Donc les boiteries, vous voyez les membres, donc c'est 5% des membres, et les pieds, 95%. Quand une vache boite, 5%, donc le membre, le haut, la hanche ou le genou, quoi. Et donc 95%, c'est le pied. Ça, c'est les boiteries. Donc les antérieurs, 3% l'espace interdigité. Et les onglons, internes et externes, 6% et 1%. Donc ça fait 10% pour les antérieurs. Sur les postérieurs, l'espace interdigité 25%, donc c'est important, d'accord. Et les onglons internes 3% et l'onglon externe 57%. C'est-à-dire qu'une vache qui boite, donc déjà 95% dans le pied et c'est les pattes postérieures, d'accord. Très souvent entre les doigts et puis sinon c'est le doigt externe, d'accord. Au niveau du poids porté, donc pour une vache de 750 kg, vous voyez le centre de gravité, il y a plus à porter sur l'avant qu'à l'arrière. Donc ça c'est la répartition avant-arrière, 334 kg et 416. Et au niveau du bassin, des postérieurs, vous voyez il y a 200 kg d'un côté, donc les 334 kg qu'on avait au niveau du postérieur, 200 kg qui sont sur l'onglon externe, et 134 sur l'onglon interne. Donc l'onglon externe, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus touché. C'est sensible, d'accord. Le poids est réparti sur 2 jambes. Oui, les 334, c'est sur 2 jambes. Sur 2 jambes, oui. Mais c'est pas sur la même patte, oui. Et pareil, les 200 kg, c'est 100 et 100. Sur un extérieur et 100 et 100, voilà. Sur les diapos suivantes, l'idée c'est de voir effectivement que les boiteries, alors il y a des signes, il n'y a pas que quand la vache boite, il n'y a pas que la patte qui lui fait mal, on va dire. Il y a tous des signes au niveau de son déplacement, de ses aplombs, de sa position des aplombs quand elle est à l'arrêt, et puis effectivement la forme et la taille des onglons, quoi, comment c'est. Donc en fait, normalement une vache qui se lève ou qui se couche en 1-2 secondes, grosso modo elle doit être couchée ou levée, ça se lève assez rapidement une vache qui a des bonnes pattes, où ça se couche facilement aussi, quand elles sont... quand elles ont l'espace pour pouvoir se coucher aussi, et ça se couche facilement, rapidement. Et donc, il faut regarder, ce qui est bien, c'est de regarder vos vaches. Donc ça, c'est une vache qui ne boite pas. Je le dis parce que, voilà. Bon, comme ça. Ah, ça y est, ça marche quand on peut marcher. Bon, c'est pas facile à voir, mais... Et déhancher un peu, non? Un petit coup, Un petit coup dans la hanche. Ouais, pas facile à voir. Ah oui, ça le dos rond, oui.
Oh, allez, ça a marché tout à l'heure. Voilà. Donc celle-ci, elle a quand même un peu plus de rond. Hein. Oui. Ah oui. Et là, Ah bah là, oui. bon, là, ça se voit, là. Hein. Oh là là, oh là là. Bon. Oui, celle-là, elle botte un peu plus dur. Ah oui. Ouais, il est temps de Il est temps de faire quelque chose, oui. C'est l'externe, parce que la plie vers l'interne. Alors maintenant, on va essayer de voir, en fonction, je sais pas si vous arrivez à voir les lignes du dos, Creuse et droite. hein, comment c'est, si c'est droit, pas droit, quoi. Donc voilà, des lignes du dos modifiées. Donc ça se voit facilement au cornadi, hein, enfin, quand les vaches sont attachées, ou bon, quand elles marchent bien sûr, mais... Et donc, voilà. Donc en fait, en cas de douleur, donc pour soulager l'onglet externe, la vache tourne le pied vers l'extérieur, en fait, hein, elle supine, et donc effectivement, elle devient un peu panard, et toc, elle appuie vraiment sur l'extérieur, quoi, d'accord? Voilà. Et après, au niveau des jarrets, bah pareil, alors elle se rapproche des jarrets, hein, pour soulager l'intérieur, pour le mettre à l'extérieur. Bon. C'est bon. Ça, c'est pour vous montrer des cas un peu différents, de commotion, quoi. Mais... Oui, elle a Oui, dit oui, l'une, c'est les deux. Elle a marché cette main. Bon, elle veut, on voit qu'elle veut, enfin, elle veut pas avancer, puis ça lui fait mal, donc elle essaie de... On marche parce qu'on la force. Ouais. Ah, tout ça, c'est un peu courant. Ceux qui ont levé les pieds et puis les autres aussi, vous avez constaté qu'il y avait un onglon qui était plus développé que l'autre. Donc ça, c'est les pieds arrière d'une même vache. Donc il y a un onglon qui est plus petit, l'onglon interne qui est plus petit que l'onglon externe. Un veau à la naissance, il y a un peu de dissymétrie, mais qui est très très peu marquée. Les deux onglons sont presque de même dimension. À l'âge adulte, on a cette dimension-là, on a cette dissymétrie qui se met en place. Alors, comment peut-on expliquer, hein, je pose la question, comment on peut expliquer que petit à petit il y a cette dissymétrie, un onglon qui est plus gros que l'autre? Voilà, est-ce que vous voulez bien faire des hypothèses? Ça c'est important par rapport à tout le reste, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui... Alors, c'est soit une question d'usure, soit une question de pouce. Soit il y en a un qui porte plus et ça use plus, soit il y en a un qui pousse plus vite que l'autre. C'est pour l'équilibre. Alors, allez-y. L'équilibre, oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle se cramponne, donc... Donc il y a des onglons internes suspendu. Mais s'il se développe plus, c'est peut-être parce qu'il y a moins de poids. Ouais. Ça Donc là, si on va au bout de la réflexion qui est partie, là, c'est parce que l'interne porte plus, il use plus. C'est ça, hein? Est-ce qu'il y a d'autres explications Ça peut être l'inverse. proposées? Ça peut être parce que l'externe fatigue plus, donc ça a besoin de pousser plus. Ouais. Ça peut être la mesure. Normalement, c'est l'externe. Non, si on taille du côté, il faut qu'elle soit bien équilibrée. Oui, mais pourquoi naturellement elle se développe plus à l'extérieur? Est-ce que c'est naturel? Parce que le poil à C'est l'extérieur. naturel, ça, ouais. Oui, sans parler de maladie. C'est une vache qui reste trop longtemps à l'eau, je sais. C'est pas important. Trop longtemps au dit matin. Il a fait des coups, Ça fait 1h30 des fois pour certains. Oui, ça peut. Alors, est-ce que c'est un problème d'usure de l'onglon interne parce qu'il porte plus, donc il râpe plus, voilà, ou plutôt parce que l'externe, il pousse plus vite que l'interne? Donc la réponse, qu'est-ce qui se passe dans les mains d'un informaticien et dans les mains d'un bûcheron? Plus on travaille fort avec les mains, plus la peau elle épaissit, plus la main devient développée. Voilà. Donc c'est une réaction de l'organisme naturelle. À partir du moment où il y a une partie de l'organisme, là c'est l'onglon externe qui porte plus, donc il se développe plus. C'est une forme de protection au départ du pied. Il est plus sollicité. Voilà. Il est plus sollicité. C'est pas une question d'usure, c'est une question
c'est une question de sollicitation. Il bosse plus, l'externe travaille plus, et donc il se protège plus, il fournit plus de cordes. Et l'os, la troisième phalange, elle est plus grosse aussi sur cet onglon-là que l'autre, quoi. Globalement, tous les tissus, voilà. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et ça veut dire que plus ça va, plus l'externe travaille tout seul. Enfin, de plus en plus, il va travailler tout seul. Et c'est pour ça aussi que la plupart des lésions, en fait, on va les trouver sur cet onglon-là. Pourquoi il y en a un qui travaille plus, en fait? Alors, donc là, on imagine 100 kg sur chaque membre, 50 kg sur chaque onglon. Ça veut dire qu'au départ, qu'on a un animal qui a les onglons de même dimension. Vous avez les axes ici, les hanches. Donc quand la vache attachée au cornadi, vous l'imaginez, elle prend un tout petit appui. Donc son axe là, il est tout simplement dévié de 2,5 cm. C'est pas beaucoup, hein. Donc on comprend bien que les 100 kg, eh bien, la charge est différente entre les deux onglons, puisqu'en fait elle prend un petit peu plus appui sur la patte droite. Et du coup, on se retrouve avec 120 kg et 80 kg. Et quand on regarde la répartition des charges sur les deux onglons, eh bien, lequel qui porte le plus, c'est l'onglon externe, tout simplement pour une déviation de 2,5 cm. Alors vous voyez que quand elle lève un pied, c'est encore plus fort sur l'onglon externe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'explication qu'il nous a donnée. Enfin, il s'est amusé à peser les choses, hein, il n'a pas sorti ça comme ça. Donc c'est la première explication pour laquelle on démontre que l'externe porte plus, et c'est pour ça que la corne se développe plus. Alors maintenant, si vous regardez une vache qui marche, l'onglon qui va porter, c'est d'abord l'externe. C'est d'abord l'externe, et après l'interne va porter aussi, et elle va prendre appui sur ces deux onglons pour avancer. Mais c'est bien l'externe qui tape fort. Là, c'est vraiment assez violent, hein, le pied qui tape sur le sol. Et là encore, c'est l'externe qui bosse plus. Voilà. Alors ça, c'est pour les pattes avant, les pattes arrière. Et sur les pattes avant, donc là, il n'a pas expliqué forcément les choses. Sur les pattes avant, ça va être l'inverse. C'est l'onglon interne qui va se développer, et les lésions, on les trouvera surtout sur les onglons internes. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est que la vache, quand elle baisse sa tête pour brouter, pour bouffer à l'auge, eh bien, elle se met un peu plus en appui sur ses onglons internes. Voilà. Alors, cette différence de pression, quand on a un sol tendre, elle a beaucoup moins d'incidence que quand on a un sol dur. Les vaches qui sont permanentes sur le béton, cette répartition des charges, elle a plus d'influence quand le sol est dur que quand le sol est tendre. C'est pour ça que les vaches qui vont dehors, elles ont moins de soucis, parce que en fait, la terre, en fait, les deux onglons sont dissymétriques, mais le fait de la tendreté de la terre fait que ça va avoir moins d'incidence sur l'onglon le plus long. Quand elles sont en permanence sur la paille et puis aire d'exercice bétonné, il y a cette zone-là qui est beaucoup plus tendre. Hein. Donc, par contre, quand elles sont tout béton, le jet béton, il y a beaucoup plus de risques, surtout si ça dure toute l'année. Donc la situation avec des tapis, quand on fait le choix de ne pas mettre de paille, des tapis, des matelas dans les logettes et des tapis sur l'aire d'exercice, ça améliore le confort du pied. Les tapis dans les couloirs, ça a comme inconvénient, c'est qu'il y a, du coup, on supprime l'usure. Lorsqu'on se retrouve avec un onglon qui est beaucoup plus haut que l'autre, on se retrouve éventuellement avec une surcharge sur cet onglon qui est beaucoup plus haut que l'autre, et cette surcharge va avoir comme conséquence de pincer le tissu qui fabrique la corne, donc le pododerme là, de le pincer entre la corne et la pointe de l'os. Et dans cette zone-là, ça va d'abord, dans un premier temps, s'enguignoler,
il va y avoir une blême, on appelle ça une blême circonscrite, parce qu'elle est positionnée bien précisément à un endroit, plutôt au niveau du creux axial, souvent. Et à la longue de compression dans cette zone-là, le tissu qui fabrique la corne va finir par mourir et ne plus pouvoir fabriquer de corne. Et on va se retrouver du coup avec un ulcère et une cerise. Ça devient compliqué quand on rajoute des maladies. Et ça c'est... Donc on a de l'érosion ici, le talon qui est complètement bouffé là, on appelle ça de l'érosion, et donc ça va accentuer la dissymétrie, la présence de fourchets. L'érosion, c'est la lésion caractéristique du fourchet, et donc ça accentue la dissymétrie. Donc si ça accentue, eh bien il va y avoir des lésions. En plus, vous voyez, là c'est tout creusé, là il y a des fissures qui se... Donc de plus en plus, on augmente le risque de boiterie en présence de fourchets. Et on augmente le risque de boiterie aussi quand on a affaire à des sabots ou des vaches qui ont fait de la fourbure. Ça, c'est assez caractéristique des vaches qui font de la fourbure, des onglons qui s'allongent, qui ont tendance un peu à s'arrondir, de la concavité. Et ici, on voit la trace noire ici, c'est la ligne blanche qui commence déjà à s'ouvrir. Ça, ça caractérise la fourbure subaiguë. Alors, quand on a affaire à cette dissymétrie et qu'on y rajoute fourchet ou fourbure, eh bien on a une augmentation plus rapide de la dissymétrie entre les deux onglons. On se retrouve avec un onglon qui est de plus en plus épais, qui travaille de plus en plus, l'autre il fait de moins en moins de boulot, et au lieu de marcher avec 2 pneus, la vache se retrouve non seulement avec un pneu, mais bien souvent c'est une partie du pneu seulement qui porte. Et en particulier, ça peut être la zone dans plutôt dans cette zone-là. Donc le parage fonctionnel, c'est quoi? Quand on a bien compris ces histoires de dissymétrie, de répartition des charges, on comprend que quand on lève un pied pour faire du parage fonctionnel, on lève un pied pour répartir les charges sur les 2 onglons. Donc le même pied là, une fois paré. Donc là, on a ici une blême, et comme par hasard, cette blême elle est au niveau de la ligne blanche. C'est pas le hasard en fait. On parlait du creux axial, donc voilà le creux axial tel qui va permettre en fait à la merde de bien circuler là-dedans. Et on a essayé de faire en sorte que les 2 onglons soient de même hauteur pour qu'il y ait une bonne répartition des charges. Voilà. Les boiteries accidentelles sont peu nombreuses. C'est essentiellement des boiteries liées, notamment par exemple au fourchet. Donc le fourchet, ça va être de l'érosion dans le talon, des talons qui vont être tout pourris. Et quand il y a un pied qui est atteint, les autres sont atteints aussi. Donc les dégâts qu'il y a sous un pied, on va les retrouver sous les autres, quoi. Donc la vache, elle boite pas forcément dans ce cas-là, mais elle a toujours un petit peu mal aux 2 pieds arrière au moins, voire aux 4, mais surtout aux 2 arrière. Et du coup, elle va être en permanence en train d'essayer de se soulager, sans forcément exprimer une boiterie. Une boiterie, on peut dire qu'une vache boite, c'est quand elle a mal à un pied. Quand elle a mal aux 2 pieds, elle va chercher en fait une position qui va faire que ces onglons qui lui font mal soient un peu moins en appui. Donc elle va de plus en plus se mettre avec des jarrets de plus en plus serrés et des pieds qui s'écartent de plus en plus. Parce que, vous avez sûrement déjà vu, c'est les externes sur les pattes arrière qui posent problème. Alors ça, ces vaches-là, elles sont en train de nous expliquer, elles boitent pas forcément, mais elles ont des démarches bizarres. Donc là, on a donc, a priori, vu par derrière, des aplombs qui sont normaux, a priori. Celle-ci, on commence à voir les 2 points de jarret qui se rapprochent et puis les pieds qui commencent à tourner. Alors ça peut être génétique, il y a des vaches et des génisses qui ont ça d'entrée de jeu. Si on a affaire à une génisse donc c'est pas le parage qui va corriger ça. Par contre, ça, si c'était une qui était dans cette situation-là
Et au bout de 3 mois, on voit que la bête elle a de plus en plus tendance à faire ça, et puis elle est de plus en plus hésitante. Eh bien, elle est en train de fabriquer ses lésions sous les onglons externes. Voilà. Et si on ne veut pas que ça aille jusqu'à la boiterie, eh bien là-dessus, il est grand temps d'intervenir pour rééquilibrer les charges. Et celle-ci, ben, elle est trop tard. Puisqu'en fait, si elle prend cette position-là, c'est parce qu'elle a très mal à ses externes. Elle ne peut pas boiter parce qu'elle a mal aux deux. Et par contre, elle cherche en fait un appui sur ses onglons internes. Sur les pattes avant, je ne sais pas si vous avez vu des fois des vaches dans cette position-là. Quand elles sont en arrêt, elles se mettent comme ça. Et elles se mettent comme ça parce qu'en fait, les onglons externes sont sains, les onglons internes sont malades. Donc, quand elle va marcher, elle va faire ça. Et puis quand elle va s'arrêter dans le parc d'attente, pof, elle va se mettre comme ça pour trouver un appui sur l'externe, pardon, et un peu moins sur l'interne. Vous voyez, c'est donc patte avant, patte arrière, vous voyez, c'est dans l'autre sens. Et l'autre chose qui nous fait dire qu'il y a besoin de parage, ou en tout cas de lever les pieds, c'est aussi le dos. Voilà. Donc celle-ci, elle est parfaite. Bons aplombs, le dos bien droit. Donc celle-ci, au moins sur la photo, elle n'est pas inquiétante. Alors que celle-ci, elle boite des 4 pieds. Et celle-ci, elle a sûrement mal à ses pattes arrière. Donc ça, c'est important quand on a une vache qui boite, de prendre un tout petit peu le temps de regarder comment elle se positionne. Parce que derrière, ça veut dire que déjà, on a une petite idée de ce qu'on va chercher ou ce qu'on va trouver une fois qu'on va avoir levé le pied et commencer à tailler. Là, ce qui est important sur un animal comme ça, c'est de dire, a priori, c'est l'externe qui est malade. Et quand on voit un animal comme ça, qu'on s'apprête à le lever, il faut lever les 2 pieds. Il faut faire les 2 pieds systématiquement. Oui. On fait systématiquement un rééquilibrage des 2 pieds. Oui, parce qu'en fait, la lésion qui fait boiter sur ce pied-là, on va retrouver la même à 80% de chance à un stade moins avancé. Donc on va la gérer plutôt de façon préventive par rapport à la boiterie. Là on le fera de façon curative, mais en tout cas on a les mêmes lésions, sauf si c'est un caillou qui est planté au milieu de la sole. À ce moment-là c'est différent. Mais si c'est une ouverture de ligne blanche ou des ulcères, là il faudra regarder les deux. La dermatite, ça sera plutôt rare que ce soit les 2 pieds, quoi. Mais ça se trouve aussi. Et donc, donc tu viendrais à intervenir tôt, c'est ça le principal, hein, d'accord? Quand il y a des boiteries, pas trop vouloir laisser traîner. Bon, observer les vaches, lever le pied, ça c'est important. Et puis les conditions de parage pour que ça marche bien. Voilà. T'as plus de problèmes à l'hiver ou à l'été? Avec la saison d'herbe. Il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. Après, bon, c'est sûr que les chemins, voilà, c'est les chemins d'amener en fait. Les chemins longs et les chemins d'amener, c'est là que ça. La saison, la saison humide, ouais aussi. Oui, complètement. Au printemps, printemps, bah oui, et en hiver quand il fait ce temps-là, en fait. Hein. Le chemin est révélateur de tout ce qui s'est passé dans le pied, notamment l'hiver. C'est-à-dire qu'il y a des lésions qui sont déjà présentes, l'érosion du talon, les ouvertures de ligne blanche qui ne sont pas arrivées au vif, et le fait d'un seul coup de faire marcher la vache plus, parce qu'elles sortent, parce qu'elles sont contentes de sortir, alors certainement dans des conditions qui sont compliquées parce que les chemins sont boueux, et puis on met des cailloux là-dedans, tout ça, ça va sans doute accentuer la rapidité avec laquelle la boiterie va arriver derrière, quoi. Mais c'est parce que le pied n'est pas préparé à subir ça, quoi. Donc pour moi le chemin est révélateur plus que cause, quoi. J'ai un copain Veto qui fait que du parage, enfin beaucoup de parage, qu'il connaît, et Mortellaro veut plus qu'on dise la maladie de Mortellaro. Non, c'est lui qui a trouvé le truc, enfin qui a mis un nom sur les germes, mais il trouve, vu que c'est pas bien, que c'est une vraie maladie d'élevage, et c'est pas bon pour lui-même, quoi. Donc il veut plus qu'on appelle ça comme ça. Voilà. Donc c'est la dermatite digitée. Hein. Une des caractéristiques de la dermatite, c'est que c'est des germes qui sont plutôt anaérobes. Donc le fait d'avoir aéré le pied avec un beau creux axial, ça va dans le bon sens, quoi.
Donc un mauvais panari avec un creusement, alors là c'est vraiment quand ça commence à attaquer dur la peau entre les phalanges, hein. Et puis l'ulcère ou ce qu'on appelle la cerise aussi, hein, la cerise en fait c'est quand il y a un ulcère que ça creuse, la cerise c'est une excroissance du pododerme, hein, qui ressort justement et qui fait mal, quoi. Alors ça fait mal, c'est pas parce que ça ressort que ça fait mal, c'est parce que ça ressort et c'est coincé par la corne, hein. La corne ça pince en fait, hein. C'est ça qui fait mal. Et le traitement, c'est pas d'antibiotiques, c'est de bien creuser tout autour, hein, bien dégager pour plus que ça appuie, quoi. Et voilà. Donc, en maladie du pied, donc on peut voir des causes infectieuses pures. Alors, on a vu panari, fourché ou dermatite, ce qu'on vient de voir. Et puis autrement, mécanique ou traumatisme. Alors, les abcès qui rentrent effectivement suite à un traumatisme, de toute manière. Les ulcères aussi, c'est des phénomènes de compression. Et les fourbures, c'est des compressions, mais c'est surtout une mauvaise circulation sanguine au niveau du pododerme. Donc ça, les fourbures, c'est dû quand la ration est pas bonne, quoi, en fait, hein, d'accord? Il y a soit trop de protéines, alors ça, c'était fait expérimentalement, mais ça n'a jamais été pu reproduire dans le trop de protéines, hein, dans la réalité, on va dire. Mais il y a des essais qui ont été faits et qui l'ont prouvé quand même. Sinon, c'est trop de sucre, trop d'énergie, quoi, des rations trop énergétiques. Alors quand je dis trop énergétique, et mal équilibrées, hein, bien évidemment. Donc trop de sucre, ça provoque des fourbures. Donc au niveau du panari, donc c'est un germe qui rentre entre les doigts, hein. Donc l'apparition est brutale. Donc symptômes généraux, il y a une très très forte douleur, il peut y avoir un peu de fièvre, et en symptômes locaux, là c'est tout le pied qui est pris, c'est pas juste un onglon. Donc c'est la différence entre un panari et puis après d'autres pathologies de l'ongle, où là il n'y a que seulement un doigt qui est pris, quoi. Là c'est vraiment tout le pied qui gonfle, et ça se voit bien, surtout quand on regarde derrière, c'est vraiment tout le pied. Alors quand on regarde précocement derrière, si vous attendez 5 jours, non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous attendez 5 jours sur un ulcère, vous risquez d'avoir tout le pied qui est gonflé. Mais si vous regardez dans les 2 jours qui viennent, le panari, c'est tout de suite tout le pied qui est pris, que pas l'ulcère, quoi, réellement, hein. Et on a fréquemment ce qu'on appelle une ouverture de ligne blanche. Donc c'est là souvent qu'on dit c'est le caillou qui a fait le trou, mais c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. C'est la qualité de la soudure qui était pas bonne. Souvent on va trouver éventuellement des taches hémorragiques en plus d'une ouverture de ligne blanche. Et donc c'est plutôt parce que on avait affaire à une soudure qui était de mauvaise qualité que le caillou est venu dans cette partie-là. Et petit à petit, c'est comme un coin dans un morceau de bois, petit à petit ça s'écarte, et quand ça arrive au niveau du vif, ça fait un abcès. Là, la vache elle se met à boiter fortement. Ça monte dans le pied. Oui, et bien souvent, donc je disais ici, ça va finir par sortir à ce niveau-là, parce que c'est la zone la moins épaisse, et la vache va beaucoup moins boiter déjà. Le matin elle boite très très fort encore, ça fait 3 ou 4 jours qu'elle boite fort, et d'un seul coup en salle de traite vous voyez que ça suinte dans cet endroit-là, c'est plus ou moins couleur plus gris, sanguignolant, et la vache elle boite un peu moins parce que du coup l'abcès qui s'était formé dedans, il crée moins de pression parce qu'il est sorti par là. Des fois il sort au niveau en bas de la pince, on taille un petit peu. Alors parfois, oui. C'est quand tu tailles qu'il sort. Ah ouais, bon on le trouve. Les abcès peuvent être placés ailleurs, oui. Mais ce que je décris là, c'est assez classique comme problème. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? La partie donc on a au milieu la peau interdigitée. Donc là-dessus, il y a une lésion qui s'appelle la limace. Quand il y a un panari, cette zone-là a tendance à enfler. Et si on ne traite pas rapidement le panari, ça finit par éclater dans cette zone-là. D'accord? Donc la limace, c'est la peau en fait qui est plus ou moins irritée, qui à cause de l'irritation, elle augmente de volume et elle va trouver de la place en s'allongeant entre les 2 ongles. Qu'est-ce qu'on fait d'une limace? Alors, donc, nous dans l'enseignement, dans ce qu'on enseigne par rapport à ça, c'est que le pédicure, il n'a pas à couper ça.
Il n'a pas à couper, c'est un acte chirurgical. Et en plus, on s'en sort très bien sans avoir à couper. Une limace ne fait pas boiter. Non, ça vous choque? Non, mais c'est impressionnant, il y a des Oui, limaces qui sont grosses, ouais. oui, peut-être plus sur la normande. Oui, oui. Une limace est fait boiter quand il y a de la dermatite dessus. Souvent. Hein. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est lui donner de l'espace à la limace. Parce qu'en fait, si elle fait boiter, c'est parce qu'il y a sans doute de la dermatite, et parce qu'en fait, les bordures de cornes qui sont de chaque côté ont tendance à pincer ça. Donc, la zone là qu'on appelle le creux axial, cette zone là, il faut avoir soin de bien faire un beau creux axial et de lisser les parois à l'intérieur qui irritent la limace, de façon en fait à supprimer l'irritation. Voilà. Et du coup, si on supprime l'irritation, bien ça va diminuer. Le volume de la limace va diminuer. Après, elle va sans doute pas disparaître complètement, mais en tout cas, ça libère ça la libère, quoi. La limace, c'est de la viande qui... C'est la peau, en fait. C'est de la peau qui augmente de volume, parce que, à cause d'irritation. Alors ça peut être lié au fourchet, ça peut être lié à un panari, ça peut être lié aussi, ça peut être génétique aussi. Elle n'est pas irriguée, cette limace-là? Alors, c'est vraiment c'est pour toi qui disais l'autre jour qu'il l'a coupé, qu'il l'a brûlé. Brûler après, ça irait pas, non? Couper et brûler. On crée une plaie. Ben oui. On crée une plaie, donc derrière il y a risque de... Faut pas hésiter à prendre la parole. Donc, enfin, moi je réagis en tant que pédicure, quoi. Voilà. Donc on crée une plaie et donc avec du coup le risque de panari derrière, quoi. Et puis de la dermatite qui se rapproche dessus. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et je vous assure que moi, j'en ai jamais coupé. Et je pense que ce qu'il faut d'abord vérifier, quand il y a une boiterie avec l'impression que c'est dû à la limace, il faut regarder s'il n'y a pas de la dermatite dessus. Et bien regarder, parce que sur le bout de la limace, on va peut-être rien voir, mais entre la corne et puis la limace, eh bien, on va éventuellement retrouver une dermatite qui est coincée dans cette zone-là. Mais la dermatite, elle passe sur les frottements, sur les côtés souvent, sur la limace. Les dômes dessus, sur le dôme. Oui, oui, c'est ça, mais c'est compliqué de traiter une dermatite placée là si on ne lève pas le pied. Voilà, donc en termes de lésions, eh bien, on a ici blême qui est plutôt diffuse, on va dire. On a une coloration jaune sale, c'est de la fourbure aussi. Et puis vous voyez où c'est placé ici, c'est le long de la ligne blanche. Donc c'est vraiment une zone fragile. Il y a quoi à faire quand c'est comme ça? Alors, quand on a un onglon, il faut surtout pas ouvrir, parce que cette vache-là, elle boite pas. C'est du sang qui est enfermé dans la corne, le tissu, en fait, il y a des micro-hémorragies, et en fabriquant sa corne, ces micro-hémorragies-là, en fait, se trouvent enfermées dans la corne qu'elle fabrique en même temps. Donc, la corne, j'ai pas dit ça, la corne, elle pousse d'1,5 cm par mois. Donc, en situation normale, elle use d'1,5 cm par mois. Quand on taille le pied, cette blême qu'on voit, c'est une blême qui a été fabriquée, il reste 1,5 cm à peu près d'épaisseur. Donc c'est une blême qui était fabriquée il y a 1 mois, éventuellement 2 mois, au moment où elle était peut-être en pleine fourbure. Voilà. Et si son organisme s'est remis à fonctionner normalement, elle s'est remise aussi, elle a fabriqué de la bonne corne. Voilà. Et du coup, il est possible que si on taille un tout petit peu plus, eh bien, on ait une corne tout à fait saine qui apparaisse. Donc là, la blême, c'est une lésion, mais pas ouverte. La coloration jaune sale, c'est une lésion, mais qui n'est pas ouverte. Il faut surtout pas ouvrir dans ce cas-là. Par contre, ce qu'on va faire, cet onglon-là, quand on le compare à celui-ci, cet onglon-là, il est beaucoup plus rouge, beaucoup plus... il a un aspect plus vilain.
Et donc ce qu'on peut faire, déjà si on met de même hauteur, ça veut dire que les charges vont être mieux réparties. Et éventuellement si la blême elle est plus prononcée que ça, on peut faire en sorte que cet onglon-là soit un tout petit peu moins haut que l'onglon sain. Du coup ça va lui donner 15 jours de congé. Il va travailler un petit peu moins et du coup le pododerme va être soulagé et du coup se restructurer et fabriquer du coup de la bonne corde. Mais il ne faut surtout pas ouvrir. Ça fait pas boiter. Donc on cherche à soulager en fait l'onglon éventuellement quand c'est trop prononcé. Que la vache boite ou qu'elle ne boite pas, on commence toujours par faire le parage fonctionnel. On commence pas par prendre le bout de la rainette et puis de regarder, tiens c'est peut-être de là que c'est boîte. Ah ben non, tiens, ben c'est peut-être là. On fait le parage fonctionnel. Parce qu'en fait, on s'assure que ce qui est important, c'est quand on intervient sur une vache en curatif, je dirais que la plupart du temps, sauf la première vache qu'on va peut-être prendre cet après-midi, mais on va avoir un onglon c'est tout le temps on va dire, c'est un onglon qui est malade quand la lésion est dans la boîte cornée. C'est un onglon qui est malade et la guérison de l'onglon malade, elle est assurée, ça fonctionne, si on n'a pas fait n'importe quoi sur l'onglon sain. La guérison de l'onglon malade est assurée par la qualité du travail qu'on fait sous l'onglon sain. Notamment parce que on va le laisser plus haut que l'onglon malade, et si on n'y arrive pas naturellement, on va lui mettre une talonnette. Voilà. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est la qualité du travail qu'on fait sur l'onglon sain, sous le pneu de secours. C'est lui qui guérit l'autre. Et certains éleveurs, ils trouvent pas et ils mettent une talonnette sous l'onglon interne. Et bien souvent, ils n'ont pas trouvé pourquoi la vache boitait, parce qu'ils sont souvent pas allés assez loin. Et le fait de mettre une talonnette sous l'onglon sain, eh bien ça soulage l'onglon qui est malade. Voilà. Pour faire la sole, on utilise cette première partie de la lame, la partie plate, avec un poignet qui va être raide. La deuxième partie, on va l'utiliser pour faire le creux axial avec un poignet qui est souple, qui pivote. Voilà. L'autre main, le principe, alors là je vais du côté là, donc on va, tu vas la prendre vers le bas. Alors, pardon, non, tu ne bouges pas. Tu tournes d'un demi-tour et ton poignet, voilà. Ah oui. Là, tu vas pousser. Vous faites ça, vous allez voir. Voilà. Alors ça c'est un geste au début, on réfléchit et on n'y arrive pas, et après ça devient droite. Alors le problème c'est l'affûtage d'une rainette. Donc moins on a d'affûtage à faire, mieux ça vaut. Plus je reste affûté. Oui, c'est ça. Donc voilà les 6 étapes en fait qu'on utilise, et chaque étape définit le travail qu'on a à faire à l'autre étape. Donc là, je passe parce qu'on les voit en photo. Donc la première étape, on mesure l'onglon le plus petit. Donc à l'arrière, ça sera pratiquement tout le temps l'onglon interne. Parce que, on commence toujours par celui-là, parce que c'est possible de ramener un gros à la dimension du petit, mais on ne peut pas ramener un petit à la dimension du gros. Voilà. Donc, ça va être notre modèle en fait. Donc on mesure et on va couper tout ce qui dépasse. La mesure fait 7 cm et demi. Donc on peut prendre 8, hein. On prend moins de risques. Surtout que c'est à partir de la pointe des poils. Voilà. Donc on va voir aussi qu'on peut utiliser ces 4 doigts placés, mais après chacun doit étalonner ses propres doigts. Donc tous, voilà tout ce que j'ai à couper. Ma pince, je la mets en butée contre mon index. Là, vous voyez, la mâchoire là, elle vient en butée contre mon index. Et ça, c'est
C'est ma longueur à moi que j'ai étalonnée petit à petit. Voilà. Donc, première chose, on coupe, on prend la mesure. Deuxième chose, on coupe cette longueur. Alors, c'est soit 7,5 à partir du bout du poil. Si on sent la couronne, la séparation entre la peau et puis la corne, donc qui est à peu près 1 cm au-dessus, là, on va sentir un petit trou, là. Donc, on va prendre 8 cm et demi. Et vous voyez que la coupe, j'ai essayé de la faire perpendiculaire. Ma coupe, elle est perpendiculaire au-dessus du pied. Donc, je ne l'ai pas mise comme ça, je ne l'ai pas mise comme ça. J'essaie le plus possible de faire que la coupe soit perpendiculaire et dans l'alignement de la sœur. Je ne mets pas ma pince de travers comme ça. Voilà. Et cette longueur-là, quand on a coupé, on a donc un onglon qui se termine plus en pointe, mais qui se termine avec une petite épaisseur, plus ou moins importante en fonction de la longueur. Et ça nous donne la quantité, l'épaisseur de corne qu'on a à enlever en épaisseur sur la pince. Donc quand on va avoir fini le parage, eh bien on va avoir enlevé toute cette épaisseur-là. Voilà, donc on est à la phase 2. La phase 3, eh bien on coupe l'onglon le plus long. On le coupe à la même longueur que l'onglon de référence. Voilà, j'ai tout ça à couper. Voilà. Et puis c'est à peu près de même longueur. Voilà pour la partie coupe à la même longueur, donc on a déjà rendu les 3 premières étapes sont faites déjà. Alors, la phase 4, on va prendre la rainette ou le renne-pied électrique. L'outil n'est pas important, l'outil c'est un moyen pour arriver à ça. Voilà. Donc il faut, c'est la maîtrise et l'affûtage qui est important dans tout ça, quoi. Donc on va enlever l'épaisseur ici, hein, de plus en plus d'épaisseur. Donc la longueur nous donne un premier point de repère. Le deuxième point de repère, c'est de savoir où on va placer le talon. Si on bouffe du talon, si on monte trop haut, eh bien on laisse la vache, elle est déjà un peu en bas, sur ses talons. Si on bouffe du talon, ben on la laisse dans la même position. Si on ne bouffe pas de talon, eh bien, et qu'on en prend en épaisseur sur la pince, eh bien, on va repiquer le pied, lui redonner un angle, et on va ramener la charge plus sur l'avant du pied où le pied est plus solide, la corne est plus solide, et un peu moins sur les talons. Donc, ça c'est compliqué. En gros, quand on a affaire à l'onglon interne, il ne faut pas y toucher. Donc là, on a une approximation de l'emplacement du talon en disant que le talon, on va le positionner. Alors je sais pas si, voilà. On va le positionner. On a cette longueur-là, de l'onglon jusque-là, hein, talon y compris, et on va le positionner. On essaie de trouver les 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que on va laisser la surface portante, c'est 2 tiers, et la partie qui porte pas, c'est 1 tiers. Alors, ma longueur, une fois que j'ai coupé, j'ai donc de l'épaisseur ici. Donc, de façon théorique, j'ai toute cette épaisseur-là entre mes 2 index. À la fin du parage, normalement, je dois arriver à 0. Mais je vais être prudent. Au niveau de la phase, oui, je vais avoir enlevé tout ça, de façon théorique. Deuxième chose, deuxième repère, c'est où placer le talon. Ça c'est compliqué parce qu'on n'a pas de... Autant pour la longueur, on a une mesure, autant l'emplacement du talon, c'est peut-être un peu, c'est un plan. Donc là, la surface portante, vous voyez, elle montait jusque là. Il y a une petite usure ici. Donc si je le monte ici, c'est beaucoup trop haut. Et ce que je disais, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Donc le talon, je vais l'arrêter ici. Je peux toujours en enlever si j'ai pas assez de stabilité, je ne peux pas en remettre si j'en ai fait trop. Donc c'est vraiment le maximum pour l'instant ici. Donc voilà ce que j'ai à faire.
voyez, cette épaisseur-là, et le plus plat possible. Si on voit pas, il y a bien on aura tout. Voilà. On mettra ça au pied de la vache. Je n'ai pas fini. Non. D'accord, oui. Voilà, il m'en reste encore un petit peu d'épaisseur. Et vous voyez que déjà, il en reste beaucoup moins. Alors, comme j'arrive presque à la fin, c'est là que je vais utiliser mon pouce. Et je vais toucher ici très très fort. C'est là qu'il a pas la plus sensible. Oui, dans cette zone-là, on appelle ça le deuxième point. J'appuie très fort, c'est très résistant. Il me reste cette épaisseur-là, donc je peux encore en enlever. Donc une fois qu'on est arrivé au cinquième, une fois qu'on a, vous voyez l'emplacement du talon, hein, ici, voilà. Donc on va tailler après l'onglon externe. Et ensuite, le point 6, eh ben, ça va faire le creux axial. Donc là, ça répond un petit peu plus à la question de l'érosion, là. Comment enlever l'érosion dans le talon. Donc là, on a le creux axial qui est fait. Et l'érosion ici a été enlevée au niveau du talon sans casser pour autant la surface portante. Vous voyez, je prolonge beaucoup plus vers le talon, parce que cette zone-là, il n'y a rien qui bloque là, dans cette zone-là. C'est une zone un peu d'importance, mais là, il y a bien. Et ce qu'on veut dégager, c'est bien cette zone-là. Donc c'est bien cette zone-là, le creux axial, qui est à faire dans cette zone-là. Voilà. Il faut faire profond, hein. Alors, il faut toucher. Alors, par rapport au creux axial, ce que je disais tout de suite, là, c'est qu'en fait, il faut garder le retour de muraille, parce que ça fait que notre onglon est plus stable, et effectivement, c'est très facile de faire saigner dans cette zone-là. Et si on fait saigner, moi, dans ces situations-là, je mets systématiquement une calodex. Si on a fait saigner sous un onglon, dans cette zone-là, parce qu'à tous les coups, elle boite. Donc il faut conserver ce retour de muraille. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait le creux axial? C'est un entonnoir pour que la merde glisse bien. Donc c'est bien cette zone-là qu'on prononce, qu'on agrandit le creux axial pour faire un entonnoir, pour que ça glisse bien. Voilà, et donc une fois que le parage fonctionnel y est fait, vous voyez comment on arrive à retrouver, à repiquer un pied, parce qu'on a pris de l'épaisseur en pince sans toucher au talon. Et ça, c'est son autre pied qui est parfait. Donc on voit bien qu'on a retrouvé un angle de 45-50 degrés, alors qu'avant, eh bien, il était plutôt à 35-40 degrés. Et ça, c'est typiquement, quand on voit les lésions ici, là, ça, une ligne blanche qui n'est pas très bonne qualité. On voit de la concavité, un onglon qui tourne un peu, là. Donc ça, c'est de la fourbure chronique ou fourbure subaiguë. Ça traduit à un moment donné, pas forcément au moment où on fait le parage, elle est sans doute guérie, elle a fait à un moment donné de la fourbure. Voilà, donc après, quand on intervient sur la vache qui boite, on a fait toutes ces étapes-là, et après on passe au parage curatif. Donc le parage curatif, c'est 3 étapes supplémentaires. Donc on supprime la corne décollée, on amincit la corne autour de la lésion, on supprime la cuisse de l'onglon lésé. Donc voilà, ça c'est une cerise. Tout autour de la cerise, on a aminci la corne, donc toute la corne décollée est enlevée. Tout autour de la cerise, on a aminci la corne, parce que les bordures de corne autour de la cerise, ça pince le vif qui dépasse. Et si on laisse cette corne pincée, eh bien la guérison, elle va sans doute se faire, mais elle est moins rapide, quoi. Parce que dans cette situation-là, il faut d'abord que la cerise, eh bien, il y a une inflammation du pododerme, il faut que tout ça se remette en place, et quand ça va être mis en place, il va pouvoir, le pododerme là, qui dépasse, il va pouvoir refabriquer de la corne, donc reboucher le trou. Donc ça, c'est les deux étapes, et la troisième étape, ben, c'est de faire en sorte que l'onglon sain, ça c'est l'onglon sain, soit beaucoup plus haut, enfin plus haut on va dire, que l'onglon malade. Vous comprenez bien que si elle marche plus avec son pneu fissuré,
il va plus y avoir de pression, donc la chambre à air, elle va plus sortir par le pneu, par la fissure, quoi. Alors c'est peut-être un peu trop mécanique ce que j'explique, mais c'est ça le principe, quoi. Donc après, ben, il y a les histoires de talonnettes, hein. Là c'est quand on n'a pas suffisamment de différence de hauteur, et ça arrive quand même assez fréquemment, eh bien on va mettre une semelle pour qu'il y ait vraiment une différence de hauteur. Voilà. Donc après il y a différentes techniques. Les vieux parleurs, ils sont sur des semelles à clous. Maintenant les jeunes, et puis je pense que pour les éleveurs, ça c'est plus accessible, hein. Voilà. Et ça marche bien, voilà. Donc après c'est une histoire de... les talonnettes en bois avec les deux tubes, là, dont on parlait tout de suite, ça c'est... l'avantage c'est la vitesse avec laquelle la colle elle prend. Voilà, alors après ça tient moins bien, moi je trouve que ça tient moins bien que les talonnettes, en fait comme celle-ci, qui enveloppe plus. On a encore beaucoup de choses à apprendre, même si on en fait chez nous. Et donc la formation, pour moi, ça va me permettre de me spécialiser, ou du moins d'apprendre les bases un peu plus importantes. Parce que je pense que je faisais des erreurs. Comme ça. On travaille plus avec les d'accord, c'est J'ai peur du maître, je sais pas ce qu'il va me dire, parce que là, je suis déjà parti trop court. Je voulais comme dire, voilà, elle boitait pas avant celle-là. Je l'ai vue. Sur le côté un peu, non? Elle va un peu vers le milieu. C'est dur. Moi je pense que plus on serre une vache dans une cage, et plus elle est capable de bouger. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire, parce que moi, le truc, au début, j'avais tendance à le baisser très bas. Et plus ça va, plus je m'aperçois que je le laisse assez haut, de façon à ce que la vache puisse reculer, justement, et qu'une fois que la patte est vraiment haut, alors j'ai demandé à mon pédicure, justement, par rapport à ça, il me disait que tant que la pointe du jarret, n'est pas au-dessus de la pointe de... Oui, on dit qu'il faut la mettre à une main. Ouais, voilà. Main de la pointe il n'y a aucun danger, parce que quand à la force de lever, je me dis ça va péter, quoi. Oui. Il me dit non, t'inquiète pas, du moment que tu n'excèdes pas la hauteur du... En fait, il fait en permanence... Quand on est arrivé là, elle est déjà reculée. D'accord. En permanence, il faut que la vache puisse trouver son équilibre par elle-même. Donc il y a l'histoire du jarret qu'on lève à l'aplomb de la pointe de la fesse, et puis la hauteur du jarret, c'est le repère, c'est les deux pointes de hanche. C'est à partir du moment où elles sont redevenues à la même hauteur. Si on lève trop haut, la hanche elle va être plus haute. Si on lève pas assez, la hanche va être plus basse. Donc c'est cette idée d'essayer de faire en sorte que la vache retrouve l'équilibre dans la cage. Elle se tient. Après, les pédicures vont très très vite, donc ça se voit pas. Quand on prend le temps de faire qu'on n'a pas forcément l'expérience qu'ils peuvent avoir, la vache à un moment donné elle va bouger, notamment parce qu'elle est coincée là-dedans, et en particulier à la pointe des épaules qui peuvent se trouver coincées contre les barres du cornalis. Et il y a éventuellement aussi des problèmes avec ça. Parfois, moi ça m'est arrivé à 2 reprises, hein. La vache qui en sortant, elle avait perdu le nerf qui passe ici, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a le nerf radial, mais il y a tout le plexus brachial qui est dessous, effectivement. Ça peut... Voilà, c'est ça. Et l'une qui a dû être euthanasiée après parce que c'est jamais revenu. Donc, plus elles sont coincées là-dedans, moi je trouve que, surtout quand on prend le temps de le faire, plus elles sont capables de bouger, ou plus elles vont avoir besoin de bouger à un moment donné. Alors là maintenant, un petit truc sur le confort, on en reparlera tout à l'heure avec les outils qu'il y a, qui existent. Donc les cages, bon ça peut être... Il y a un truc qu'on utilisait il y a longtemps, le serre-jarret, mais... 40 ans. Ouais. Mais bon, qui est plus utilisé, puis c'est vraiment très dangereux, quoi. Ouais. Non, j'ai connu... Et puis après, vous pouvez... J'ai pas travaillé avec ça, mais on a connu un peu... Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'utilisais ça au tout départ, quoi. Mais c'était quand même assez dangereux. Et puis autrement, maintenant avec des... Alors vous pouvez faire, c'est ce qui est fait chez vous, entre autres, hein, avec une simple porte, vous pouvez fait des choses
Mais après, ça reste dangereux. Mais ça reste dangereux. Le pied bouge quand même. Hein. Il y a trois grands modèles de cage, apprise par le jarret, apprise par le jarret puis par le pâturon. Alors c'est parfois aussi, la vôtre je crois qu'elle prend par le pâturon uniquement, hein, par le jarret, d'accord. Donc ça c'est une évolution des cages qui prenaient uniquement par le pâturon. Je pense que si on investit dans une cage, il faut envisager aussi son emplacement, ça c'est essentiel. Il faut prévoir toujours dans l'investissement, il faut toujours prévoir un portail ou deux de plus, parce que à une personne, on doit pouvoir amener la vache sans que ce soit le bordel là-dedans. Voilà. Elle doit arriver toute seule, ou presque, dans la cage. Sinon, on ne va pas l'utiliser correctement s'il faut aller la chercher, ne serait-ce que sous le hangar, ou ne serait-ce que dans la bulle de la stabilisation. Il faut l'amener là où on veut tailler. Donc ça, c'est important. Et pour terminer, le placement de la cage, il y a donc... J'ai mis dans la stabilisation sur un circuit naturel, entre parenthèses, des animaux. Donc si c'est possible, à la sortie de la salle de traite, par exemple, éventuellement de la salle de traite, on tire sur une ficelle et puis la porte... Enfin bon voilà. Je pense qu'avec la taille des troupeaux aujourd'hui, c'est le genre de truc qu'il faut envisager. Enfin, voilà. Et puis, alors, il y a deux principes qu'il faut respecter par rapport au placement de la cage. Une vache va mieux rentrer si on a tourné la cage vers son lieu d'habitation. Voilà. Et la deuxième chose, il faut que la vache elle tourne quand elle arrive dans la cage. Ça c'est le deuxième principe. Oui, ça va. Parce que si on la met en face et on a mis les deux portes comme ça, on a mis en face là, la vache, elle a trop d'espace à l'arrière et elle voit bien que c'est fermé. Donc en fait, le fait de lui faire carrément 180 degrés, ça réduit l'espace et ça lui donne en plus l'impression de retourner vers les copines. Donc on a plus de chances de la faire rentrer. Donc ça, c'est deux principes essentiels à envisager, mais le prix de la cage n'est pas le seul investissement à faire. Hein. Il y a aussi, voilà, c'est ça. Il y a de la lumière éventuellement installée, il y a tout ça. Voilà. Une cage, quand elle est placée, il faut prévoir effectivement pouvoir ouvrir les deux portes. Une fois que la vache est dedans, il faut pouvoir... les deux portes permettent de canaliser la bête. Et une fois qu'elle est dedans, ben, il faut avoir de l'espace pour pouvoir travailler. Donc c'est pour ça que dans les couloirs de contention, il y a des gens que parfois, alors il n'y en a pas trop en vache laitière, mais en vache allaitante on en trouve plus. Dans les couloirs de contention, faire un pied, c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'espace. On pourrait avoir une potence et lever comme ça, mais après, ou alors il faut pouvoir ouvrir les parois du couloir, ce qui est possible aussi. On a sorti cette cage, qui est déjà le 3e modèle, concept Bézère. Ça, vous le trouverez jamais nulle part ailleurs. C'est ces deux anneaux-là. Ces deux anneaux-là. Ces deux anneaux-là, on considère parce que quand vous levez la patte d'un bovin, si vous levez le bassin, vous avez une patte très facile à tirer. C'est-à-dire que vous levez avec les deux principes donc par un moteur, bien sûr. Vous levez le bassin, vous maintenez, vous levez je ne sais plus tout à l'heure, il y en a un qui a dit qu'il fallait bien lever la vache. Hein. Ben là, effectivement, vous levez la vache et à partir de là, vous pouvez même faire les deux pattes en même temps. Les deux pattes devant, elle est à l'aise. Donc là, en levant au bassin, pour les non-professionnels que vous êtes, ça vous permet de garder les aplombs de votre vache, puisqu'elle n'est pas déséquilibrée par un professionnel qui va faire une patte à droite et une patte à gauche. Là, vous allez directement lever la patte et l'aplomb va rester correct. Deux types de clients. Vous qui êtes laitier et d'autres qui sont allaitants. Donc, la contention d'un allaitant n'est pas la contention d'un laitier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos vaches, et là on vient de le voir, on a vu 3-4 modèles, on n'a pas vu de porte comme la vôtre, qui est une cage pour moi considérée comme allaitant. Hein? Donc vous, effectivement, c'est laitier. Qu'est-ce que vous allez faire sur votre contention? Et c'est ça qu'il faut que vous devez savoir.
qu'est-ce que vous allez faire avec votre cage? Est-ce que vous allez inséminer? Est-ce que vous allez faire le traitement des mammites? Est-ce que vous allez écorner? Est-ce que vous allez boucler? Voilà, il y a tellement d'opérations. Alors effectivement, nous quand on rencontre un allaitant, lui il va nous dire, je veux peser, je veux inséminer, je veux faire un déparasitage, je veux... Alors donc, automatiquement, lui, il a besoin de porte parce que, bah, effectivement, une laitière, elle rentre dans une cage ouverte. Une allaitant, elle rentre pas dans une cage ouverte. On a déjà essayé. Bah, prenez une blonde d'Aquitaine, elle voit un trou, elle va mettre sa tête. Hein. Une laitière, elle a l'habitude d'être canalisée comme vous dans un robot. Bah, elle rentre, même s'il y a un trou, elle va pas aller en dessous du robot. Ou une sur 1000. Hein. Donc, je vais dire que tout à l'heure, quand je vais vous faire voir ma cage, moi je l'ai créée pour des laitiers. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Effectivement, dites-moi ce que vous avez des choses. Tout à l'heure, s'il y a des choses que je n'ai pas prévues, ou les gens que j'ai rencontrés, parce qu'il a fallu 2-3 ans pour le faire, avec des professionnels, avec des professionnels de médical et des professionnels d'utilisation, parce qu'il n'y a pas d'ingénieurs aujourd'hui qui sont capables de nous dire voilà ce qu'on... J'ai la source miracle. Aujourd'hui, dans les cages de contention, il n'y a pas du tout là ce qu'on appelle la panacée. Ce qui fait tout, et on a été voir la vôtre, bah, les pattes avant, c'est important, on ne peut pas les faire. Ou on peut les faire, mais dans de mauvaises conditions. Et chez Vézère, j'ai eu vraiment carte blanche. Donc tout ce que j'ai appris en 20 ans, je l'ai mis en œuvre. J'ai été voir des fabricants sur toute l'Europe. Et on a créé aujourd'hui une cage qui est aujourd'hui, là je vais dire la panacée, n'existe pas par rapport aux races, par rapport à d'autres. On a regardé aussi la morphologie, parce que moi je voulais avoir une cage de parage spéciale pour les vaches. Ah, donc on a créé ça et bah, vous la verrez. Je coupe, tu vas me dire si c'est bon en longueur. Voilà, la longueur. Voilà. Et moi tout ça. Donc on peut en faire encore un petit peu. Voilà, donc comme elle a de l'épaisseur, j'en fais une grosse partie avec la pince. Sans perdre de vue mon talon. Voilà. Enfin, les chevaux, j'ai des chevaux, donc on peut faire les mêmes aussi. Ah oui. Et puis le cheval, c'est différent. Voilà, j'arrive presque à 0 là. Voilà. Donc là, il est temps de regarder si c'est bien solide. Ça va. Je finis. C'est ça qui n'empêche pas de l'arrière. Ah non, ça l'empêche de reculer, mais ça l'empêche pas de Donc il faut regarder, regarde, pour voir les hauteurs, donc tu mets ton œil là. Ça tu rentres dans la vache. Donc là, ça dans ton champ de vision. Voilà. Tu montes sur la vache. Tu vois celui-là. Les vaches sont sympas. Il est encore plus haut. Voilà. Et en pince, il est encore peut-être. Ah, on n'est pas loin de la vérité. Donc là. Pour les vaches, elles valent pour ça. Une vache est plus une vache est prédatrice. Vas-y. Alors ça veut dire qu'il faut que tu prennes cette partie-là et tu vas tout droit. Ils n'ont pas une vache qui est pour pleine, qui pèse pas, 500 €. Là tu vois. Non, ils ont dit qu'ils m'ont mis les les change. On va retrouver juste la forme normale de l'eau. Ça sert à rien de travailler trop la mémoire et tout. Ouais, non, pas dans ce cas-là, non. Ah, je faisais que de regarder ce que faisaient les autres et je pensais que je faisais la même chose. Je me suis aperçu que je faisais déjà l'heure. Et donc là, c'est vrai que la personne a bien posé les choses, a bien posé les bases et je pense que ça peut être que mieux. Oui. Au départ, je pensais que le parage, en fait, c'était pas forcément accessible. Et le si peu qu'on a vu, on voit qu'on peut faire des choses, notamment faire du préventif. Le curatif, je pense que c'est pas encore pour nous. Là, on a vu un abcès, c'est pas. Là, je pense qu'il faut faire appel au vétérinaire ou au pédicure. Et on peut faire du préventif et
Ça, c'est accessible. Je pense que ce qui me paraît essentiel, moi, dans le métier d'éleveur, c'est d'être bien avec les animaux. Parce que c'est contraignant, parce que c'est... Donc il faut... On travaille avec du vivant, donc il y a des... Travailler avec du vivant, ça veut dire qu'on est en permanence en train de faire des compromis entre des choses qu'on aimerait, et puis aussi avec les animaux eux-mêmes, quoi. Ils ont le droit d'être malades, donc ça fait partie du métier, et cette dimension-là, elle est essentielle. Elle est essentielle à prendre en compte quand on veut être éleveur, quoi. Donc toutes ces dimensions du travail avec les vivants, l'utilisation des sens, par exemple, le toucher, l'odorat, l'observation aussi, pour apprendre, parce que je crois qu'on apprend sûrement à l'école, mais on apprend, je crois qu'on apprend aussi beaucoup, les animaux nous apprennent beaucoup, quoi. Donc il faut accepter de passer du temps avec pour qu'elles nous apprennent à travailler avec aussi, quoi. Elles nous racontent plein de choses, et il faut être capable de les écouter, de les entendre, de les voir, de les toucher, et puis voilà, pour moi c'est essentiel. D'accord, ok.